Hello Mireille Paulette, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans ce nouveau focus marketing. Et ouais, en ce moment je bosse pas mal les focus marketing. Pouce bleu si ça te fait plaisir. Et en tout cas, merci à votre gros soutien la semaine dernière sur Utip. Vous avez fait péter les scores par rapport à d'habitude, mais vraiment merci. Et pour toutes celles qui prennent le train en route, Utip, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui vous permet à vous de regarder une publicité qui me reverse directement 4 centimes, je trouve ça tellement mieux que de me demander entre guillemets de l'argent à ses abonnés. Au moins là vous dépensez pas d'argent, vous avez juste à cliquer sur une vidéo qui dure 20 secondes et ça me rapporte tout simplement 10 fois plus que ce que YouTube me paye en termes de revenus publicitaires. Et pour moi c'est la façon la plus saine je trouve de financer mes vidéos, donc voilà, si tu veux financer mes vidéos, si t'aimes le concept de focus marketing, n'hésite pas à aller faire un tour sur Utip. Si jamais tu as des marques que tu veux que j'analyse en focus marketing, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je lis tous vos commentaires. Bon alors malheureusement je suis arrivée à un stade où ça devient très difficile de répondre à tout le monde, mais sachez que je lis tout le monde, j'essaie de répondre au plus de personnes. Donc si tu veux, voilà, si tu veux voir une marque, donc s'il y a une marque qui revient très souvent dans les demandes de focus marketing, je la ferai. Donc la vidéo va se diviser en 4 parties. Donc premièrement on va parler du marketing de ces marques là, secondo on va analyser les compositions, troisièmement je vais éventuellement vous donner mon avis sur les compositions par rapport aux promesses des marques, et quatrièmement je vais vous proposer des alternatives un petit peu plus économiques. Donc Nikki Paris et Pin-Up Secret, si vous ne connaissez pas ces marques, ce sont des marques qui font vraiment un savant mélange d'influence marketing, de contagion sociale et de marketing d'urgence. Alors, ce sont des marques qui ont émergé assez récemment, je dirais il y a un an et demi à peu près, on a commencé à en entendre parler, grâce tout simplement au marketing d'influence, donc le fameux marketing qui vise à promouvoir un produit via des influenceurs, via des créateurs de contenu, si vous n'aimez pas le terme influenceur. Et on a commencé donc à les voir pas mal via du coup les influenceurs. Donc plutôt vraiment sur des gros influenceurs à plus de 250K en général, vraiment pour un maximum de visibilité. On les a souvent vus chez les influenceurs de TV réalité également, puisqu'ils disposent d'une assez grande audience. Ces deux marques-là sont uniquement promus via l'influence marketing et rien d'autre. On n'a jamais vu leurs produits, que ce soit dans un magazine, que ce soit dans une pub à la télévision. C'est uniquement via l'influence marketing et via les cookies. Vous savez, les cookies, ces fameux j'ai oublié le terme marketing exact là à ce moment, mais vous savez, quand vous allez sur un site, il y a les cookies, ils savent que vous y êtes allé, et quand vous retournez sur Facebook, Instagram, Twitter, ce que vous voulez, vos réseaux sociaux, et le site va vous mettre une publicité pour te rappeler que tu as été sur le site et coucou, les produits sont toujours là, on t'attend, achète-nous. Voilà, ça c'est un nom qui s'appelle comme ça, je l'ai complètement oublié. Donc les publications de ces marques là se font uniquement via des réseaux sociaux temporaires, c'est-à-dire Instagram Story ou Snapchat, qui sont du coup des réseaux sociaux dont on voit les stories uniquement que pendant 24 heures, et ces marques-là promeuvent leurs produits que via ce canal-là, où une influenceuse, voilà, démontre le produit. Voilà, démontre le produit, elle dit oui voilà ce produit est génial, regarde ce qu'il fait à mes cheveux, achète-le, le lien est en swipe up, tu as un code promo de moins 50%, achète-le, c'est génial. Pourquoi ils ont choisi uniquement de faire du marketing via des réseaux sociaux temporaires? C'est tout simplement pour mettre en place ce qu'on appelle du marketing d'urgence. Donc je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, que je te le mets dans le lien juste ici ou juste là, je ne sais jamais. En gros, le marketing d'urgence, qu'est-ce que c'est? C'est un marketing qui va te pousser à consommer le plus rapidement possible, et ça via une offre exceptionnelle qu'il ne faut pas louper, qui va durer un certain laps de temps. C'est-à-dire que on va te mettre un super code promo ultra aguicheur. Ce produit coûte 100 €, mais là aujourd'hui exceptionnellement grâce au code Petite Gabi tu pourras le toucher à 50%, donc 50 €. Tu te rends compte, c'est une économie de dingue. Évidemment, comme les stories durent 24 heures, cela ajoute à l'effet d'urgence. Donc les gens vont se ruer généralement sur le produit, puisque le code dure que 24 ou 48 heures maximum, puisqu'il y a un rappel le lendemain. Poussé, et vraiment c'est quelque chose qui déclenche très souvent les achats. C'est d'ailleurs un petit peu le concept du téléachat, hein. Donc le marketing d'urgence, c'est un marketing qui fonctionne très bien, qui déclenche très vite un achat
surtout grâce à un super code promo qui est vanté par ton influenceuse préférée. Parlons un petit peu des packaging. Donc là globalement on est sur des packaging très standards, très étudiés, mais ils sont vraiment savamment étudiés puisque on a bien évidemment des actifs naturels qui sont mis en avant, donc par exemple l'actif Boo, l'actif Argan pour Nikki Paris, l'actif lait de chèvre pour Pin-Up Secret. On a également l'expérience sensorielle avec les parfums qui est vraiment mise en avant voilà, par les influenceuses. Voilà, ce produit sent hyper bon, l'odeur se garde dans mes cheveux, ce produit est ultra efficace, ce peeling, regardez ce peeling, hop, tu les vois, elles passent leurs doigts et là, se disant il y a toutes les peaux mortes qui s'enlèvent alors que en réalité c'est que la texture du produit, mais bon. Passons. Et il y a également beaucoup de marketing qui est fait via ces marques-là avec la preuve sociale. Donc qu'est-ce que la preuve sociale? C'est ce qu'on appelle les fameux avant, après. C'est voilà, regardez avant comment étaient mes cheveux, regardez comment mes cheveux sont après, regardez ça marche. Donc la preuve sociale, vraiment ça peut être très bien. Ça peut être un marketing ultra efficace. Malheureusement, il y a beaucoup de preuves sociales fakées, hein, c'est-à-dire que par exemple, moi je vais faire un avant-après avec les cheveux mal peignés, pas lavés depuis 15 jours et juste après je vais utiliser ce super shampoing et je vais avoir les cheveux tout bouclés, tout beaux, tout magnifiques, alors que bon bah je me suis juste lavé les cheveux et j'ai juste mis un peu de leave-in et de gel et voilà quoi, j'ai fait ma routine habituelle. Vous voyez, il y a beaucoup de preuves sociales qui sont manipulées. Je ne dis pas que c'est le cas ici, mais sachez que ça peut l'être. Ils font ce qu'on appelle également de la contagion sociale, du marketing par la contagion sociale. Alors qu'est-ce que c'est la contagion sociale? C'est tout simplement, tu vas mettre quelqu'un dans la rue qui va regarder fixement en l'air et les gens vont finir par se demander mais qu'est-ce qu'il a ce mec à regarder là-bas, et tu vas te mettre à regarder et ça va faire un espèce d'attroupement autour et tous les gens vont se mettre à regarder dans cette direction pour savoir ce qui se passe. Alors ça ne fonctionne pas tout le temps, le marketing par la contagion sociale, mais lorsque pas mal de tes influenceurs préférés reçoivent le nouveau shampoing de Nikki Paris ou le nouveau savon de Pin-Up Secret, sachez que on se dit forcément, bah puisqu'ils l'ont tous, puisqu'ils en disent tous du bien, et bah ce produit doit forcément être bien, donc tu vas avoir envie de l'acheter puisque tu vois XYZ Mireille l'avoir, XYZ Mireille en dire du bien, et donc tu vas avoir envie de faire comme elle tout simplement pour voilà, avoir cette appartenance. Voilà, moi aussi j'utilise le savon Pin-Up Secret, moi aussi je veux faire comme elle, et tout simplement pour appartenir à cette espèce de groupe, et tout ça se fait par une espèce de contagion sociale. Donc on va absolument prendre plein d'influenceurs pour faire plein d'opérations marketing sponsorisées pour voilà inonder le marché et montrer que cette marque existe. C'est d'ailleurs ce marketing là que Daniel Wellington a utilisé pour inonder le marché de ses montres. Donc je récapitule, je t'ai dit influence marketing, contagion sociale, marketing d'urgence et preuve sociale sont les 5 grands marketing de ces deux marques-là. Une recette qui fonctionne très bien auprès des jeunes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en lisant un petit peu les conditions générales de vente de la marque Nikki Paris, je me suis rendu compte qu'elle était détenue par la société de Digital Influence Marketing, WeEvent, qui a pas mal d'influenceurs, qui compte pas mal d'influenceurs d'ailleurs dans ses rangs. Donc je me suis dit ah mais c'est marrant, la boucle est bouclée. Et Pin-Up Secret, je me suis rendu compte que ça appartenait à une marque qui s'appelait BH Beauté, mais j'ai pas tellement plus d'infos. Ça avait l'air d'être un salon de beauté qui a été créé en 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas tellement plus d'infos pour du coup la marque Pin-Up Secret. Gros point négatif que je dois vous signaler, c'est clairement un problème récurrent avec les 2 services clients de cette marque. Donc c'est simple, les livraisons sont à rallonge, il y a des commandes qui sont non reçues ou endommagées ou erronées. Alors oui, je sais très bien qu'un client mécontent fait plus de bruit qu'un client content. Le client mécontent va tout le temps râler, en faire plus et plus et plus pour qu'on l'entende et pour qu'il soit satisfait. C'est normal, j'ai envie de dire. Donc c'est normal qu'il y ait moins d'avis positifs que négatifs. Mais là, c'est vrai que en regardant un petit peu les avis sur Google, hein, tu sais, les avis avec les étoiles et tout, en descendant un petit peu par hasard, je me suis rendu compte que c'était des problèmes récurrents chez ces marques-là. Je te montre quelques strings. Je sais pas si c'est des problèmes qui sont en train d'être réglés chez les marques Pin-Up Secret et Nikki Paris,
Mais quoi qu'il en soit, si tu souhaites vraiment commander chez ces marques-là, donc ça a l'air d'être des problèmes qui sont très très récurrents, donc je me permets de les souligner, et j'espère que ça permettra à ces deux marques-là de se ressaisir et de mettre au point une stratégie et de mettre un point d'honneur à améliorer leur service client, parce que c'est quand même très très dommage pour les clients qui ont commandé chez eux et qui en sont tant déçus. D'ailleurs, si tu as déjà commandé chez eux, qu'est-ce que tu en as pensé, en bien, en mal? Ici les commentaires sont pas filtrés, pourvu que tu n'insultes personne, n'est-ce pas? Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. La marque Niki Paris, on va parler un petit peu de leur positionnement. Donc les produits sont clairement haut de gamme, hein, avec un prix au litre à 53 € pour un shampoing. Par exemple, à titre comparatif, pour un shampoing Kérastase, on est à 43 € le litre. Donc on est quand même 10 € plus cher qu'une marque mondialement reconnue, qui a quand même de gros laboratoires de recherche scientifique derrière pour créer des formules intéressantes, en tout cas chez Kérastase. On se dit, enfin voilà, c'est vraiment haut de gamme, hein. Déjà Kérastase, je trouve ça très haut de gamme, et là on est vraiment un cran au-dessus. Et ce que j'aimerais savoir, dans le petit sondage ici, ou là, je sais jamais, comment percevez-vous les produits Niki Paris? Est-ce que vous les percevez plus luxueux ou moins luxueux que Kérastase? Vas-y, réponds dans le sondage, ça serait hyper intéressant de savoir. Personnellement, moi, avant d'avoir vu les prix, je considérais que Kérastase était plus luxueux que Niki Paris. Donc on va passer donc à l'analyse des compositions. Donc je vais passer assez vite parce que je vais analyser pas mal de gammes et j'ai peur que ça soit très indigeste. Donc si jamais vous voulez analyser par vous-même les compositions, je te conseille de télécharger Composcan, qui est une application qui note les produits un par un chimiste et un biologiste, c'est important de le souligner, et qui va vraiment faire une notation un par rapport aux produits qui sont dans le cosmétique. C'est plus intéressant qu'une application comme Yuka, Clean Beauty et consorts, UFC que choisir. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les applications pour décrypter les compositions, parce que des fois elles sont un petit peu biaisé, je t'expliquerai un petit peu pourquoi plus tard. Le shampoing de la gamme Boo, donc on est en premier lieu sur un ammonium lauryl sulfate et un sodium lauryl sulfate, donc ce sont deux tensioactifs extrêmement irritants, et après on a de la cocamide DEA, je vais t'expliquer un petit peu plus loin ce que c'est. Après on a de la glycérine qui est un humectant, je t'en parlais dans mon précédent focus marketing, des sels de la mer morte, et ensuite du parfum. Donc là la Boo, pour l'instant il n'y en a pas. Après on a ce qu'on appelle un DMDM identoïne, c'est un libérateur de formaldéhyde qui agit comme conservateur mais qui est cancérigène forcément. Après on a quelques extraits naturels avec un extrait de camomille, un extrait d'aloe, puis un sodium benzoate qui est un conservateur autorisé en cosmétique bio. Et mud, voilà, on retrouve de la boue, donc de l'argile ici, et on retrouve de la cocamide MEA, et bref, quelques extraits végétaux. On nous dit que c'est sans parabènes, mais par contre on a des libérateurs de formaldéhyde à l'intérieur. Et donc les fameux DEA, qu'est-ce que c'est? Donc les dérivés du DEA, en fait, sont issus d'une réaction chimique qui fait intervenir la fameuse DEA, qui est une molécule néfaste que l'on peut retrouver en faible quantité dans les nouveaux ingrédients synthétisés. La DEA a tendance à réagir avec les nitrites pour former des nitrosamines cancérigènes, que le Centre international de recherche sur le cancer a décrit comme substance potentiellement cancérigène. L'exposition prolongée aux ingrédients et dérivés du DEA pourrait engendrer des cancers du foie, des altérations pancréateuses, de la peau et ainsi que de la thyroïde. Et par ailleurs, les ingrédients synthétiques peuvent causer des démangeaisons de la peau et des yeux. Selon l'Agence pour la protection de l'environnement, la cocamide DEA serait également néfaste pour l'environnement du fait de sa toxicité aiguë pour les organismes aquatiques et son potentiel de bioaccumulation, c'est-à-dire qu'il s'accumule dans l'environnement sans pouvoir se dégrader. La dégradation de certains produits chimiques utilisés comme conservateurs dans les produits de beauté peut libérer des nitrites lorsque le produit est exposé à l'air. De la même lignée, les MEA et les TEA sont des ingrédients qui peuvent réagir avec d'autres produits chimiques présents dans vos cosmétiques pour former ces fameuses nitrosamines cancérigènes. Voilà ce que c'est que les DEA, les MEA, les TEA. Donc en général, quand vous voyez ça dans un cosmétique. Ensuite, le masque à la boue, donc on est sur de l'eau, un alcool gras isopropylmyristate, un alcool gras le cétéalcool, de la glycérine un humectant, du glycérylstéarate, et on a un centrimonium chloride qui est un dérivé de silicone, qui est un agent filmogène qui va gainer le cheveu, qui va le lisser, etc. Ensuite on a un ajusteur de pH, de l'aloe vera, de l'huile de jojoba, un extrait de camomille,
On a le pyroctane olamine, en fait ça c'est le fameux zinc pyrithione, tu sais, pour les pellicules. Et là on retrouve deux libérateurs de formaldéhyde, à savoir le DMDM idantoïne et imidazolidinylurée, donc c'est également un libérateur de formaldéhyde. Bon, moyen. On a du panthénol, on a d'autres choses, mais bon, c'est vrai que deux libérateurs de formaldéhyde, ça fait beaucoup. Pour un masque à la boue qui contient très peu de boue, hein, qui contient plus des alcools gras, des dérivés de silicone qu'autre chose. Je vais analyser brièvement le shampoing à l'argan. Donc là, pareil, on est sur une base sulfatée, exactement comme le produit à la boue. Hein, exactement, c'est la même composition, enfin la même. Peu de choses près, ammonium lauride sulfate, sodium lauride sulfate, donc deux tensioactifs sulfatés, la cocamide DEA, donc je t'ai parlé, voilà, qui peut former des nitrosamines cancérigènes. Ensuite on retrouve un sodium lauride sulfate et lauride 10 qui est un tensioactif irritant, la cocamidopropylbétène qui est un tensioactif moyennement irritant mais qui apparemment cause pas mal d'allergies en ce moment. On retrouve deux dérivés de silicone, le triméthylsilyladométhicone et le cyclotétrasoloxane. On retrouve un libérateur de formaldéhyde avec le DMDM idantoïne et un polyquaternium 7 et un polyquaternium 10 qui sont également des dérivés de silicone, donc des agents filmogènes. Alors par contre là ce qui me perturbe c'est que on nous dit que c'est un shampoing à l'argan mais il n'y a absolument aucune notion argan oil. Alors est-ce que c'est une erreur? Je sais pas. Voilà, je sais pas, je trouve ça très bizarre. Les erreurs ça arrive mais c'est très curieux. Ensuite, le masque gamme donc à l'argan, on est donc sur de l'eau, on a un dérivé de silicone, le C-antrimonium chloride, le B-antrimonium chloride qui lui aussi est un dérivé de silicone qui va vraiment lisser, s'accumuler sur la fibre capillaire, etc. Quaternium 80, pareil, dérivé de silicone qui a exactement les mêmes effets, filmogène, gainant, lissant, bref, voilà, pour que tu puisses passer ta brosse comme ça. Phénoxyéthanol qui est un perturbateur endocrinien, le DMDM idantoïne, donc libérateur de formaldéhyde, et on a une huile minérale juste avant l'huile d'argan, parce que bien évidemment les Stinky sont dégressives, donc c'est à dire que là il y a plus d'huile minérale, donc de pétrole, que d'huile d'argan dans le produit. Évidemment les sels de la mer morte qui arrivent à la fin. Alors le shampoing à la gamme kératine, pareil, on est sur de l'ammonium lauryl sulfate, la cocamide DEA, le phénoxyéthanol, les dérivés, les silicones, les libérateurs de formaldéhyde, bref on retrouve vraiment beaucoup de choses très similaires. Pareil, le masque de la gamme kératine, c'est la même chose que le masque à l'argan. Vraiment, on est sur les mêmes actifs. Hein. C'est antrimonium chloride, alcool gras, B-antrimonium chloride, dérivé de silicone, quaternium 80, phénoxyéthanol, DMDM idantoïne, huile minérale, et là au lieu d'avoir de l'huile d'argan après l'huile minérale, on a de la kératine hydrolysée. Ça revient un petit peu à ce dont je te parlais avec les Air Food de la semaine dernière. Donc le shampoing et le masque à la bave d'escargot. Alors soi-disant que ce pack est adapté aux cheveux colorés, lutte contre le psoriasis, les pellicules ainsi que les cicatrices. Alors ça m'a perturbée. Je me suis demandé si c'était si les cheveux avaient des cicatrices, j'ai pas compris pourquoi il y avait écrit ça. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'allégations psoriasis, pellicule. Alors franchement j'ai du mal à comprendre comment on peut lutter contre les pellicules en mettant un sodium laureth sulfate directement en premier lieu, alors que c'est le tensioactif le plus irritant et celui qui cause le plus de pellicules justement. J'ai pas trop compris mais bon c'est pas grave. Après on a de la glycérine, c'est un humectant. Cocamidopropylbétène qui est moyennement irritant, on retrouve la cocamide MEA, la cocamide DEA, un dérivé de silicone polyquaternium 7, on retrouve du sel. Alors le sel il y en a à deux endroits, du coup j'ai pas compris, bon, c'est pas grave. Et la fin de compo elle est juste atroce, enfin alors pour un masque à la shampoing à bave d'escargot, mais vraiment la fin de compo c'est libérateur de formaldéhyde, perturbateur endocrinien, disodium EDTA qui s'accumule dans l'environnement. On a un parabène, deux parabènes, trois parabènes, un silicone et un méthylisochlorothiazolinone et un méthylisothiazolinone qui sont des substances extrêmement allergisantes. Donc là, franchement, on a une dose de conservateur, mais c'est juste ouf! Et l'extrait de bave d'escargot arrive juste avant les méthylisochlorothiazolinone, donc les substances hyper allergisantes, qui sont autorisées je crois à moins de 1% dans le produit, mais qui sont malgré ça ultra allergisantes. Donc autant te dire que la sécrétion de bave d'escargot, il y en a très peu dans le produit, je doute que ça ait une quelconque efficacité. D'ailleurs à ce propos-là, vous me demandez souvent pour les crèmes à l'huile d'escargot, tout ça, enfin à la bave d'escargot. Franchement, si vous voulez vous faire des crèmes à la bave d'escargot, allez dans votre jardin, allez choper un escargot et mettez-le sur votre visage. Enfin, moi je vois que ça. Vraiment, il
Puis en plus de ça, moi je me pose une vraie question, comment on extrait de la bave d'escargot? Enfin les pauvres bestioles, si ça se trouve ils sont torturés avec du sel et tout pour qu'ils se mettent à baver. Ça se trouve c'est pas cool du tout. Donc vraiment, pour moi tout ce qui est truc de bave d'escargot, je vous dis, mettez-les-vous direct sur le visage, ça vous coûtera moins cher, ça vous fera un petit massage, ce sera plus sympa. Mais vraiment je suis pas ultra convaincue. Le masque à la bave d'escargot, pareil, on est sur 2 alcools gras, céantrimonium chloride et béantrimonium chloride dérivé de silicone, alcool gras, parfum. Et là pareil on retrouve un florilège, à mon avis je pense que la bave d'escargot se conserve hyper mal, c'est pour ça qu'il y a autant de conservateurs. Phénoxyéthanol, perturbateur endocrinien, libérateur de formaldéhyde, des sodium EDTA qui s'accumulent dans l'environnement, la fameuse sécrétion d'escargot, diméthicone, on a un peu de silicone, etc. Et là, 3 parabènes avec le méthylpropyl et éthylparabène. Ouh, ça fait beaucoup. Bref, alors on va passer au shampoing vegan. Donc on a un tensioactif plutôt doux. Après on a de la cocamidopropylbétène, bon, comme je vous ai dit, pour certains ça pose des problèmes, d'autres pas. Là on a des tensioactifs doux avec du coco-glucoside, on a effectivement une huile d'argan, par contre on retrouve de la cocamide MEA, on a un polyquaternium 10, donc un dérivé de silicone, effectivement on a des extraits naturels avec un extrait de bambou, de l'extrait d'aloe, par contre on retrouve des PEG, du disodium EDTA qui s'accumule dans l'environnement, un perturbateur endocrinien avec le phénoxyéthanol. C'est un peu dommage parce que du coup en fait le souci c'est quand on pense vegan, on se dit ah c'est vegan, c'est bio, c'est bon pour les animaux, tout ça. Il y a une espèce de mélange en fait qui est fait dans la tête du consommateur, il se dit ouais vegan c'est bien, c'est vegan, c'est... Alors que non, une composition vegan ça veut juste dire exempt de composants animaux, c'est tout. Ça veut même pas dire pas forcément ne pas être testé sur les animaux, ça veut juste dire exempt voilà, d'ingrédients d'origine animale, c'est tout. Ça ne garantit pas une bonne composition, ça ne garantit pas que le produit est sans danger. Vraiment, voilà, faites attention avec l'appellation vegan. Le masque vegan, pareil, on est sur des alcools gras, de la glycérine, un céantrimonium chloride, donc dérivé de silicone, béantrimonium chloride, même combat. Et après, effectivement, on retrouve des ingrédients d'origine naturelle avec de l'huile de macadamia, de l'huile de jojoba, de l'huile d'amande, de l'extrait de bambou. Vraiment, on a pas mal d'extraits naturels là pour le coup. Un phénoxyéthanol, un PEG et un silicone, quand même, avec le diméthiconol. Donc on a du naturel mais pas que, voilà. Donc maintenant on va passer à la marque Pin Up Secret. Donc alors ce qui est assez intéressant avec leur produit phare, donc c'est le fameux savon au lait de chèvre, c'est que la composition n'était pas la même il y a encore quelques mois de ça. Ils ont changé très récemment leur composition sur leur site puisque au vu de ce qui était écrit comme composition, ça ne pouvait absolument pas faire un savon au lait de chèvre puisque de mémoire la composition c'était huile essentielle d'arbre à thé, lait de chèvre, huile essentielle d'amande, de lavande, pardon, et un 4e ingrédient, sauf que ces 4 ingrédients-là, un savon au lait de chèvre, puisqu'il n'y avait ni mention de soude. Tous les savonniers vous le diront, il pouvait pas y avoir, ça ne pouvait pas être un savon dans la façon dont la liste Inky était écrite. Et donc récemment ils l'ont changé sur leur site, par contre sur leur packaging apparemment ça n'a pas été changé, au vu de ce que j'ai compris, au vu de ce que j'ai trouvé sur internet, je ne sais pas. Et donc la listing key aujourd'hui, donc c'est en premier lieu donc une huile de coco, du beurre de karité, de la glycérine, du lait de chèvre, de la soude pour faire la saponification. On a une huile essentielle de géranium, une huile essentielle de lavande, une huile essentielle de titri, une huile essentielle de sauge, si je ne dis pas de bêtises, et du camphre en fin de compo qui n'avait jamais été précisé dans la précédente compo. Donc ça je comprends pas parce que le camphre peut être extrêmement mal toléré par certaines peaux et il y a d'ailleurs pas mal de filles qui ont fait d'énormes réactions à ce savon, qui se sont retrouvées avec des éruptions cutanées. Faites un test dans le pied du coude avant d'utiliser ce produit parce que ça peut être extrêmement allergène, hein, voilà, comme beaucoup de filles. D'ailleurs, si vous avez une réaction ou pas, n'hésitez pas à le dire hein, si vous l'avez testé ce produit. Là, je vais analyser les secrets velours. Donc, ce que j'aime bien, c'est que sur le site, c'est qu'ils précisent que c'est neuf, mais encore heureux que c'est neuf. Imaginez, ils vous mettent des produits d'occasion, bref. Donc texture crème riche, ultra onctueuse, ultra nourrissante, un véritable fabuleux trésor enrichi en minéraux, blablabla, bref. Donc ingrédients eau, pétrolatum, donc c'est du pétrole, hein, ni plus ni moins, une huile de pétrole, un alcool gras mineral oil, on est sur donc un dérivé de pétrole, hein, c'est la même chose. On a de la glycérine, on a quand même un beurre de karité, on a un petit extrait de miel et là on retrouve un phénoxyéthanol, un dérivé, un libérateur de formaldéhyde. On retrouve effectivement les minéraux de
mer morte. On a effectivement des extraits de kiwi, de passiflore, de citron, voilà, un conservateur bio, un peu d'huile de coco, de la mangue, de la papaye. Effectivement, on les retrouve à la fin de la composition. Très noble, je dirais, puisque le pétrole en général n'a que peu d'affinité pour la peau. C'est extrêmement occlusif, donc voilà. Et je vais analyser le peeling visage. Donc c'est un gel visage sans grain idéal pour la peau, pour les peaux sensibles, enrichi à la poudre de perles et aux vitamines. Voilà, peau sans imperfection, blablabla. Donc on est sur de l'eau, de l'alcool dénaturé, donc voilà, c'est de l'alcool, ça conserve. Ensuite du propylène glycol, c'est un excipient, ça sert pas, ça sert vraiment à combler. On a de la glycérine pour hydrater, du carbomère, carbomère, si je dis pas de conneries, c'est du plastique. Enfin, c'est des polymères synthétiques hydrophiles d'acide acrylique. Ils sont utilisés pour épaissir les préparations en tant que gélifiants, mais ce sont des microplastiques, donc l'impact sur l'environnement, blablabla, c'est pas ouf. Alors effectivement, on a un jus d'aloe vera, on a des sels de la mer morte, on a de la soude pour le pH, on a un extrait de camomille, on a un extrait de thé vert. Polyvinyl alcool, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs, hein, moi je vous le dis, hein, tous les jours j'apprends grâce à vous. Donc c'est un polymère qui peut agir comme agent de démoulage ou comme de bouche-port. Oui, d'accord, ok. Voilà, on a un extrait d'algues, on a un extrait de raisin, on a un extrait de gingembre, de la vitamine E, du collagène hydrolysé, de l'élastine hydrolysée, de la poudre de perle et de l'acide ascorbique, donc de la vitamine C. Je voudrais revenir sur le peeling visage. Vous savez, on les a toutes vues, regardez, oh, mes petites peaux elles partent et tout. En général, quand on fait ça sur un peeling visage, c'est tout simplement la texture du masque qui part, c'est pas les peaux mortes, parce que je te jure que si tu faisais ça et que tu avais autant de peau qui tombait dans le lavabo, je peux te garantir que tu finis aux urgences brûlées au 2e degré. Voilà, c'est pas des blagues. Si t'as autant de peau qui tombe dans le lavabo, vraiment, va aux urgences. Donc non, vous faites pas avoir par ce truc là en mode oh regardez, ça enlève les peaux mortes, regardez tout ce qu'il y a dans le lavabo. Non, c'est juste le masque qui fait ça, c'est la texture du masque qui s'en va et qui se dépose dans l'évier. Donc bon, voilà, on a fini d'analyser les compos. Alors mon avis, globalement, moi je trouve que les compos pour ces deux marques sont pas hyper grandioses. Je trouve que les prix sont très élevés par rapport à la noblesse, on va dire, des compositions. Je trouve que souvent les extraits naturels arrivent en fin de composition, sont en très petite quantité. On a vraiment trop d'ingrédients problématiques comme les libérateurs de formaldéhyde, comme les perturbateurs endocriniens, les silicones, ceux qui s'accumulent dans l'environnement, les microplastiques. Vraiment, pour moi, il y a trop de trucs qui font que ce sont des marques que je ne consommerai jamais et que je ne vous inviterai jamais à consommer. Et en plus de ça, que je trouve très cher par rapport à ce qu'on peut trouver justement dans les marques bio. Donc venons-en tout de suite. Donc les marques bio. Donc niveau alternative, donc par exemple pour le peeling, moi j'adore celui de chez Madara qui est aux acides de fruits et qui est vraiment un peeling, c'est-à-dire que quand tu le mets, ça pique. Voilà. Bon, ça pique pas longtemps, mais ça pique, on sent vraiment qu'il y a, voilà. Les acides de fruits font leur effet, donc vraiment ce peeling là Madara, moi ça fait vraiment très longtemps que j'utilise, je l'aime beaucoup. Pour les savons, justement vous m'avez beaucoup réclamé une alternative au savon lait de chèvre, donc j'ai une alternative au savon lait d'ânesse. Alors c'est pas du lait de chèvre, mais on est quand même sur un lait. Donc c'est ce savon là qui est spécialement conçu pour les peaux acnéiques. Moi je l'utilise depuis assez longtemps, donc je suis assez satisfaite puisque il contient effectivement de l'huile essentielle de titri, voilà, qui va vraiment éviter la propagation des petites imperfections, qui va nettoyer, purifier, etc. Donc ça, je te conseille vraiment ce savon au lait d'ânesse, et je te conseille également une version vegan si tu veux pas utiliser de produits d'origine animale. T'as la version au charbon qui est vraiment détoxifiante, qui va nettoyer, qui est tout aussi bien. Moi c'est des savons, je me lave très souvent le visage au savon, j'aime beaucoup, je trouve que ça nettoie bien la peau, ça nettoie bien les pores. J'en suis très satisfaite, et j'en suis encore plus satisfaite avec ce genre de petite brosse là. Moi j'en ai mis comme ça. J'aime vraiment beaucoup, ça fait des mois que j'utilise et j'ai l'impression que mes pores sont un peu mieux, que mes points noirs reviennent moins vite. Voilà, je suis assez satisfaite de ça. Niveau crème, franchement je vais t'en mettre ici à l'écran, mais il y en a plein que j'ai pas mal apprécié. J'aime beaucoup Sanoflore pour rester dans des prix accessibles. N'hésite pas à regarder dans ma barre d'infos, je vais faire une sélection de crèmes spécialement pour les peaux grasses à tendance acnéique qui ont eu de très bons retours, parce que des fois mes abonnés me font des retours et donc je sais que cette crème, voilà, je vais redire ah cette crème apparemment elle est bien, tu vois.
je vais retenir et je vais te faire des sélections. Niveau pelliculaire, souvent vous êtes là, qu'est-ce que je peux faire contre mes pellicules? Alors il y a un pack Mademoiselle Bio, donc tu as le gommage, le shampoing avec l'huile purifiante qui peut t'aider à enlever les pellicules. On est sur des shampoings qui sont sans sodium laureth sulfate, donc ça peut être justement très bien pour commencer une transition vers le naturel. Le gommage qui va t'apporter de la fraîcheur et qui va enlever toutes les peaux mortes, et l'huile purifiante qui va vraiment essayer de réguler ton crâne et faire voilà, qui se porte mieux, le pauvre, voilà, qui va essayer de le purifier et de le remettre un petit peu à neuf. Je te conseillerais pas de shampoing solide, tout simplement parce que les shampoings solides ont une contenance en tensioactif qui est beaucoup plus supérieure au shampoing liquide, et ça peut justement créer plus de dégâts, donc plus de pellicules et d'irritation que les shampoings liquides, donc c'est pour ça que voilà, je te conseillerais uniquement les shampoings liquides. Donc niveau shampoing liquide, si tu veux vraiment stimuler la pousse, je te conseille vivement le Premier Mousse de la marque Mort Naturel. Ce shampoing, je le kiffe. Si tu suis mes journaux de pouce, tu sais que je l'utilise tout le temps. Le Balo Fleurin dont je t'ai parlé la semaine dernière au miel qui est vraiment très bien. Si tu as des problèmes de pellicule, le Logona comme je t'ai dit la semaine dernière. Alors ça m'embête un peu parce que je vais te refaire exactement la même sélection que la semaine dernière, mais bon voilà, donc les références sûres qui sont bien. En termes d'après-shampoing, on a là le Sentifolia qui est très bien, qui démêle hyper bien, qui est hyper agréable. On a les après-shampoings Mademoiselle Bio qui contiennent des couates qui peuvent être très bien si tu as de la longueur à démêler et du volume. Et les Lavera par contre eux qui sont sans couates mais qui sont très peu chers, donc ça peut être top. Et si tu veux stimuler la pousse et que tu veux te faire des masques spécial pousse, je te conseille vivement les options poudre ayurvédique. Tu prends une poudre ayurvédique, tu mets un peu d'eau, un peu de soja, un peu de yaourt au soja ou un yaourt animal, de la crème fraîche, bref ce que tu veux. Tu fais une tambouille, tu fais une petite pâte, tu te mets ça sur la tête. La poudre d'amla, de rita, de sikakai, bref ça peut être des poudres qui peuvent vraiment stimuler la pousse, gainer, épaissir et volumiser ton cheveu, notamment si tu as des cheveux très fragiles, ça peut être top. Et également si tu veux stimuler la pousse, une petite cure de pousse, moi ce que je me suis fait il n'y a pas très longtemps avec la fameuse lotion Velleda qui va stimuler la pousse. Écoutez très bien, j'aime beaucoup cette petite lotion, elle s'applique très bien aux racines, elle est très fluide, tu te fais un petit massage tous les soirs, tous les 2 jours avec ça, c'est top. Enfin bref Mireille, j'espère que tu as kiffé ce petit focus marketing, n'oublie pas d'aller faire un tour sur Utip et moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.